Oui, merci beaucoup. Donc, on va redescendre un petit peu de niveau, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas être tellement dans la théorie, mais plutôt vraiment dans le côté suivi médical très basique de la personne polyhandicapée, en l'occurrence de l'enfant, puisque je suis neuropédiatre, donc, et que M. Pollez parlera ensuite de l'adulte. Donc, l'idée, c'est de revoir un petit peu quelles sont les principales fragilités de cette personne polyhandicapée, à quoi être attentif, de manière justement à passer le relais à l'âge adulte avec une personne qui est avec le minimum possible de complications de son polyhandicap. Alors, j'ai repris exactement la même diapo que nous avons tous repris parce que finalement, je trouve qu'elle est extrêmement bien faite. Alors, cette définition, elle reprend donc, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, donc une atteinte cérébrale précoce. Alors, cette atteinte cérébrale précoce, à quoi elle est due? Alors, elle peut être due, maintenant qu'on a eu beaucoup de progrès dans le domaine de la génétique, on sait identifier de très nombreuses maladies qui peuvent entraîner, en touchant des gènes en fait, qui participent au développement du cerveau pendant la grossesse. Si ce gène dysfonctionne, le développement, la mise en place des différentes structures ou le fonctionnement de ce cerveau va être altéré et donc on va aboutir à un polyhandicap. C'est maintenant la cause principale en fait des polyhandicaps qui sont identifiés. Quand on fait l'étude de la cause d'un polyhandicap chez une personne, on différencie selon la période de survenue en fait de ce polyhandicap par rapport à la naissance. Donc toutes les atteintes qui surviennent avant la naissance, toutes les atteintes qui surviennent pendant la naissance et toutes les atteintes qui surviennent après la naissance. Dans les premiers mois, puisqu'on est là dans une atteinte cérébrale précoce. Tout ce qui est génétique, ça va rentrer dans le cadre, c'est la grande majorité des atteintes qui surviennent avant la naissance. L'autre grand pôle étant les malformations, qui sont aussi souvent génétiques, les atteintes vasculaires. Après, pendant la naissance, bon, ça c'est bien connu, c'est ce qui représente tous les accidents d'accouchement, donc ce qu'on appelle les anoxo-ischémies cérébrales du nouveau-né, c'est-à-dire que le cerveau, au moment de l'accouchement, est privé d'oxygène. À ce moment-là, des lésions se font et on peut aboutir à un tableau de polyhandicap. C'était une cause très importante avant. Cette cause a beaucoup diminué maintenant, et en particulier grâce à la prise en charge très précoce des nouveau-nés qui ont ce type, d'abord à l'amélioration des conditions des accouchements, mais aussi, quand l'accident survient quand même, à la prise en charge du nouveau-né dès la naissance. Ensuite, il y a toutes les causes qu'on appelle postnatales, les causes postnatales qui peuvent être traumatiques, on en voit beaucoup moins maintenant, mais aussi toutes les causes vasculaires qui peuvent survenir. Donc ça, ce sont vraiment les grandes causes de polyhandicap. Et il est extrêmement important de pouvoir faire un diagnostic précis. C'est très important, pas tellement dans l'idée qu'on va découvrir un traitement, ça c'est quelque chose qui est toujours réexpliqué aux parents, mais bien qu'on va pouvoir leur donner une explication sur la raison des difficultés de leur enfant, et aussi, et surtout actuellement, qu'on va pouvoir, en cas de nouvelle grossesse, leur dire est-ce qu'il y a un risque que ça recommence ou pas de risque que ça recommence. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc ça, c'est pour tout ce qui sont la cause de l'atteinte cérébrale précoce. Cette atteinte cérébrale précoce, ça a été dit tout à l'heure, elle va être en elle-même responsable d'un certain nombre de symptômes. Par exemple, si vous avez des grandes lésions au niveau du cerveau qui vont entraîner une hémiplégie, cette hémiplégie, elle est directement en rapport avec la lésion du cerveau. Après, chez la personne qui a un polyhandicap, vont se surajouter tout un tas d'atteintes de différents organes qui vont aggraver peu à peu en fait la situation du polyhandicap de cette personne. Et c'est sur ces choses qui vont venir en plus qu'on peut être un peu actif. Un peu ou beaucoup actif d'ailleurs, ça peut arriver. Alors que sur la cause, elle est là et ça, on n'y peut pas grand-chose dans l'état actuel des choses.
un tout petit aparté sur un certain nombre de maladies qui sont des maladies qu'on appelle avant dégénératives, maintenant neuroévolutives, qui sont des atteintes qui vont survenir, qui sont constitutionnelles de l'enfant, qui existent dès la naissance, mais dont certaines ne vont se révéler qu'un peu plus tardivement dans la vie de l'enfant, c'est-à-dire que le développement initial va être précoce va être normal, en revanche, va arriver une stagnation ou une régression des acquisitions, et qui aboutira à un tableau de polyhandicap. Alors, on est un petit peu à la limite, néanmoins, ils font partie du type d'enfants qui sont suivis dans les services pour enfants polyhandicapés. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a cette déficience intellectuelle profonde qui est toujours importante, et on va en reparler, ça fait partie du tableau, mais on l'a dit aussi tout à l'heure, elle est très difficile à appréhender finement, de savoir quel est ce degré, puisqu'on va être gêné par tout un tas d'altérations qui sont à côté, celles des capacités de communication, de régulation émotionnelle, les troubles sensoriels. Il y a toujours une atteinte motrice aussi. Alors là aussi, on va peut-être se situer aux frontières du polyhandicap. Les services pour enfants polyhandicapés sont maintenant un peu colonisés, on va dire, par des enfants qui ont des tableaux plus de troubles de spectre de l'autisme, ou en tout cas une déficience intellectuelle et des troubles de l'autisme qui sont un petit peu à la limite du polyhandicap. L'atteinte motrice est dans ces cas-là souvent un petit peu moins importante, voire pas importante du tout. Il peut s'agir d'enfants qui courent dans tous les sens. Ce qui entraîne aussi d'ailleurs des difficultés quand ils sont dans le même groupe que des enfants qui ont un polyhandicap vraiment moteur important. L'atteinte neuromusculaire, on va en reparler, c'est quand même une grave complication du polyhandicap, et à l'âge pédiatrique, on doit tout faire dans cette période de croissance de l'enfant pour pas qu'il s'aggrave. L'épilepsie, c'est aussi une complication extrêmement fréquente. Plus le handicap est important et plus l'épilepsie est fréquente, ça peut atteindre 60-70% facile des enfants qui sont suivis. Et puis toutes les autres pathologies qui s'arrajoutent, digestives et respiratoires au premier plan, on va en parler. Tout ça, ça aboutit effectivement à la restriction de l'autonomie, qui est pour moi la définition le plus important dans le polyhandicap. Donc là, c'est ce que j'ai un petit peu dit déjà. Donc les déficiences primaires, c'est celles qui vraiment concernent la lésion du cerveau, entraînent le fait qu'on ne pourra pas utiliser sa motricité ou qu'on l'utilisera mal, etc. Et toutes ces déficiences secondaires, avec ces atteintes viscérales, qui sont, elles, qui font la gravité particulière médicale du polyhandicap, puisqu'elles sont souvent responsables du décès. En fait, c'est elles qui vont être responsables du décès et pas tellement la lésion initiale. En sachant que quand les décès surviennent, il y a deux pics. Il y a soit, sur les cas très graves, c'est souvent dans la petite enfance, et après, l'autre période critique dans la vie de la personne polyhandicapée, en pédiatrie en tout cas, c'est l'adolescence, ce moment de puberté, de poussée très rapide de la taille, et qui va accentuer tout un tas de complications. Une fois qu'on a passé ces deux périodes-là, on aboutit à une situation qui est quand même un petit peu plus stable. Donc, la puberté, c'est le moment de tous les dangers. Alors, ces atteintes viscérales qui vont s'additionner, elles vont être tout d'abord digestives, je vais en parler. Digestives, respiratoires, les deux sont très liés. Chez la personne polyhandicapée, vous allez dire, moi je pense, comme chez nous tous, on n'est pas malade d'un organe sans que ça retentisse sur les autres, mais chez la personne polyhandicapée, là c'est particulièrement vrai. C'est-à-dire que vous touchez à quelque chose, vous touchez aux organes qui sont à côté. Un déséquilibre dans un organe va entraîner un déséquilibre à côté, ce qui fait que c'est extrêmement aussi compliqué parfois d'intervenir sans que tout se dérègle un petit peu. Les complications nutritionnelles. Donc, moi, je suis ronde, donc quand les parents me voient m'intéresser au fait que les personnes polyhandicapées grossissent pas suffisamment, ils doivent se dire
c'est son problème à elle. Non, en fait, je pense que vraiment, la nutrition de la personne polyhandicapée dès l'enfance, c'est un sujet très important sur lequel il faut être très attentif. Les complications orthopédiques, bien sûr. Donc, alors j'ai beaucoup appris sur mon passage à La Roche-Guyon, où j'ai vu des enfants qui n'étaient plus vraiment des enfants, qui étaient de jeunes adultes, hein, et où on voit comment les déformations orthopédiques sont quelque chose de très délétère dans leur vie. Et puis, voilà, bon, les complications psy, on en reparlera peut-être aussi un petit peu. Donc, quels sont les mécanismes de ces atteintes? Donc, le premier trouble principal, ça va être le trouble de déglutition, en tout cas les fausses routes, hein, qui doivent être l'obsession de la vie au quotidien auprès de personnes qui ont des difficultés pour avaler. Et c'est très intriqué, c'est ce que je vous disais, aux anomalies du fonctionnement digestif. Alors, les anomalies du fonctionnement digestif, je vais en reparler aussi un petit peu, essentiellement le reflux gastro-œsophagien, la constipation, mais là aussi, moi je considère que le tube digestif c'est un gros tuyau. Si ça bouche en bas, ça remonte en haut, c'est comme dans n'importe quel tuyau. Et puis, de toute façon, la mauvaise vascularisation, la mauvaise plutôt innervation de l'ensemble du tube digestif font que cette motricité qu'on a, qui normalement emmène notre bol alimentaire de notre bouche vers notre anus, là, enfin excusez-moi pour le geste, mais là est souvent perturbée et donc ça crée des désordres. Les désordres nutritionnels, donc je vous l'ai dit, la dénutrition, je vais en reparler, avec le risque de déshydratation, d'escarre et de fragilité à tous les stress qui peuvent arriver, et des désordres respiratoires, hein, puisque c'est, je vous l'ai dit, la première cause de décès de la personne polyhandicapée et d'inconfort, je pense, hein, pour ces enfants qui ont en permanence un encombrement bronchique. Là aussi, je vais en rediscuter. Alors, la déglutition. Donc, juste pour dire que c'est un acte très, très complexe, hein, qui est quasiment complètement automatisé chez nous. C'est-à-dire que, voilà, je viens d'avaler ma salive, j'y ai pas pensé, et ça a tout un tas de mécanismes qui vont s'ajuster les uns aux autres pour que ça se passe bien. D'abord, au niveau de la bouche, au niveau sensitif, il y a des capteurs qui informent mon cerveau qu'il y a quelque chose dans la bouche que je dois avaler. Donc ça, c'est tout le côté sensitif. Ensuite, tout se met en route pour propulser en arrière ce bol alimentaire. La langue se bascule en arrière, mais je ferme ma bouche. Enfin, il y a tout un tas de choses. Le plancher de ma bouche qui intervient aussi. Et ensuite, hop, voilà. Pour une raison que j'ignore, hein, je ne sais pas si quelqu'un a une explication, on a au niveau de l'être humain, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres espèces, mais un croisement fatidique du côté respiratoire qui est représenté, la filière respiratoire qui est ici représentée en bleu, qui est censée passer l'air, et de la filière digestive ici représentée en rouge et qui passe par la bouche. Et on voit qu'il y a un moment de croisement et qui est complètement le moment délicat de la déglutition, puisque l'air doit passer devant, la nourriture derrière, et qu'il ne faut pas que la nourriture passe devant. Pour ça, vous avez une petite languette qui s'appelle l'épiglotte et qui est censée basculer au moment de la déglutition pour venir fermer le haut de la trachée de manière à ce que le bol alimentaire passe directement dans l'ésophage. Il peut se passer, c'est ce qui se passe dans la fausse route, que une partie du bol alimentaire, ici en rouge, va prendre le mauvais chemin, va passer dans la filière aérienne, ici en bleu,
arrivant dans la trachée, vous avez des petites cellules qui vont dire « oulala, c'est pas de l'air, ça, qu'est-ce que c'est ce truc-là ?» et qui vont, normalement, chez nous, repousser vers l'extérieur par un mouvement de toux, en déclenchant un mouvement de toux, repousser l'aliment vers l'extérieur. Il faut savoir que chez la personne polyhandicapée, ces petits accidents de fausse route, ils peuvent se reproduire. Alors, nous, on avale de travers, on va se mettre à tousser violemment. Si c'est des plus petits aliments, si c'est un peu liquide, ça peut être beaucoup plus discret, ça peut passer inaperçu. Et si ça se répète pendant des années, en fait, ce qui se passe, c'est que le réflexe de toux, au bout d'un moment, il va s'émousser et ça passera alors là complètement inaperçu. Donc, cette déglutition, elle est là quelque chose de primordial et on va essayer de voir un petit peu comment on peut faire en sorte que ça se passe bien. C'est pour ça que le temps du repas est un moment très important. Parce que, je reviens juste à la diapo d'avant, en fait, la déglutition va aussi nécessiter qu'on puisse bien tenir sa tête, ce qui là aussi est une complication. Certains disent que finalement, ce n'est pas tellement les mécanismes de déglutition en eux-mêmes neurologiques qui sont atteints, mais plus la coordination entre tout ça et la posture de la tête. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si difficile à contrôler. Bon, même quand on contrôle bien, il y a quand même des troubles souvent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez un bébé standard, hein, qui va bien, tout petit, ce bébé, il a commencé déjà à déglutir du liquide amniotique dans le ventre de sa maman. Et puis, après la naissance, il va assez rapidement porter ses mains à sa bouche, porter le pouce en particulier, enfin, ça arrive d'ailleurs déjà même en anténatal. Tout ça fait que ça provoque des stimulations au niveau de la bouche. Il apprend à repérer que cette cavité buccale, elle peut être stimulée, etc. Il va ensuite, quand il sera un petit peu plus grand et qu'on va lui amener la cuillère, tous les enfants le font, ils mettent la main dans la cuillère et puis ils portent un peu à la bouche, ils s'en mettent partout. Et ça, en fait, c'est extrêmement important. Ça permet d'amener au niveau du cerveau des informations sur qu'est-ce qu'il y a dans la cuillère. Hein, donc, il faut, souvent, les mamans elles disent « Oh, regarde, c'est de la carotte, c'est la première fois que tu en manges, ils font sentir et tout. » Et c'est extrêmement important. Et ça, souvent, chez la personne polyhandicapée, ça manque. Comme un verre d'eau, pour moi, si c'est possible. J'ai trop avalé. Alors, comment favoriser cette alimentation ? Bon, ça va être tout d'abord chez cette personne, vérifier que sa bouche est en état de prendre des aliments, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des abcès dentaires absolument partout. Ça va, c'est passé. Donc l'état dentaire, il a de multiples raisons, cet enfant polyhandicapé, d'avoir des difficultés au niveau de son état dentaire. Tout d'abord parce que souvent, il dort la bouche ouverte. Une bouche, c'est fait pour être humide. Là, ça va sécher. Quand ça sèche, parce qu'on a la bouche ouverte, ça favorise les caries. Deuxièmement, quand on l'alimente, souvent le palais est relativement ogival, hein, il est plutôt rond, donc les aliments ils restent coincés dans le palais si on ne va pas les chercher, parce que l'enfant handicapé, il a du mal à mobiliser sa langue. Nous, on sent un truc dans notre palais, on fait comme ça, là. Enfin, bon. Et donc, ça permet de ressortir. Là, la langue, elle est peu mobile, donc on va avoir une stagnation des aliments au niveau du palais, autour des dents, ce qui fait que l'hygiène dentaire, elle devrait être à la limite pratiquée le matin après le repas de midi et le soir avant de se coucher. Ça serait l'idéal. En plus,
un bébé, ça a des dents qui poussent et ça a une mâchoire qui grandit, et ça grandit parce qu'il mastique, parce qu'il parle, etc. Tout un tas d'actions qui ne vont pas être possibles chez la personne polyhandicapée. Donc ça va grandir un peu sous l'influence des dents qui, elles, poussent, et des fois un peu de traviole, un peu en avant. Donc l'état dentaire, et je sais combien c'est difficile de trouver des dentistes qui s'intéressent et qui arrivent à soigner la bouche des enfants polyhandicapés, et que malheureusement souvent finalement ils les voient à l'âge où tout est tellement abîmé qu'il faut faire des extractions dentaires. Voilà. Donc soin de bouche, c'est absolument primordial pour l'alimentation. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une carie ou un abcès, hein, vous imaginez quand on mange dessus ou quand on vous fait appuyer dessus, c'est vraiment très douloureux. Ensuite, la dimension relationnelle et l'ambiance. C'est vrai que pour tous ceux qui s'occupent d'enfants polyhandicapés, vous avez déjà remarqué qu'un bruit soudain ou un mouvement soudain, etc., provoquait chez eux ces espèces de grandes extensions ou des rires qui sont un peu brutaux, qui surviennent comme ça, et qui peuvent être vraiment favorisés par des bruits, où des fois on passe, on ne fait pas exprès, et puis là, on touche un peu le fauteuil, comme ça, et on voit la personne qui fait ça. Donc la personne, à ce moment-là, si elle a quelque chose dans la bouche, ou qui peut se mettre à rire aussi, on dit quelque chose, se mettre à rire, et on les voit ouvrir grand leur bouche avec plein de nourriture au fond, et c'est un peu panique à bord, parce qu'ils vont peut-être faire la fausse route à ce moment-là. Donc, ambiance calme le plus possible, avec pas 50 personnes qui traversent l'unité pendant le repas, c'est l'idéal. Et puis, si possible, une dimension relationnelle, c'est-à-dire avec un soignant qui est vraiment dévolu à donner à manger à un seul enfant. Alors on sait aussi que les repas peuvent être très longs, donc si on prend 1 heure pour donner à manger à un enfant, on ne va pas s'occuper de 15 enfants, sinon on n'a pas fini. Donc c'est toujours un problème en institution. Le bon positionnement, donc ça c'est fondamental. Je vous ai montré tout à l'heure la tête, une tête qui est placée par rapport au corps un peu en arrière. Vous favorisez beaucoup en fait le risque de fausse route. Même vous, hein, si vous essayez de boire un truc allongé dans votre lit avec la tête comme ça, c'est chaud. Hein. Donc toujours essayer d'avoir une tête un petit peu penchée par rapport à l'axe du corps. Ce qui veut dire que même si souvent les enfants ils mangent dans leur fauteuil, même si le fauteuil est un peu incliné en arrière, c'est possible d'être incliné en arrière, mais il ne faut pas que votre tête le soit. Il faut qu'elle soit comme ça. En fait, c'est la tête inclinée par rapport au corps. Donc pour le positionnement, un positionnement aussi confortable. C'est vraiment important. Aménager la durée et le rythme. Donc là, c'est ce qu'on disait, il y en a qui auront besoin de 3-4 mouvements de déglutition avant de pouvoir vider leur bouche. Et là, c'est très long, parce que si vous remettez de la nourriture avant même que la bouche soit vidée, vous augmentez le risque de fausse route. Donc parfois, ces repas peuvent être très longs. Le rythme, c'est pareil. Est-ce que, normalement, il faut attendre de voir la déglutition? On voit quand la déglutition se fait, parce qu'il y a la pomme d'Adam, c'est plus facile hein, chez les hommes, mais on le voit aussi chez la femme. Monte et descend. Ça veut dire qu'il y a une déglutition qui s'est faite. Hein. Mais parfois, ça n'a pas entièrement vidé la bouche. Donc, être attentif avant de remettre une cuillère, que ça l'a quand même vidé. Et puis, vous en avez d'autres, à l'autre extrémité du spectre, où on a du mal à amorcer la déglutition, mais une fois que c'est parti, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire qu'on met la cuillère, ils avalent, il faut remettre une cuillère, ils avalent. Si on arrête, si on ralentit, ils ont l'impression que le repas est fini. Donc ça, c'est quelque chose, quand on découvre la personne polyhandicapée et qu'on lui donne pour la première fois à manger, on ne sait pas forcément. Donc il faut se renseigner pour ceux qui l'ont déjà fait, ou auprès des familles, bien sûr, pour savoir comment mange cet enfant. Alors, si besoin, bien sûr, on peut, et c'est souvent pour adapter les textures. Donc, vous savez qu'on peut manger, nous, on mange en morceaux. C'est rare chez la personne polyhandicapée. Pour favoriser les choses, pour que ce soit plus facile, il faut souvent adapter cette texture. Donc, on écrase avec la fourchette, on mouline, c'est déjà moins de morceaux, et voire on mixe complètement, ou c'est complètement lisse. Souvent, même parfois, il faut rajouter une substance un peu crémeuse ou très liquide pour avoir une substance complètement sans aucun morceau. Parfois aussi,
on est amené à enrichir l'alimentation. Alors, quand il y a des troubles de déglutition, il faut l'enrichir en calories, c'est-à-dire que même s'ils prennent qu'un tout petit bol, si c'est du bol concentré en calories, vous allez quand même avoir un certain nombre d'apports énergétiques. Alors on peut enrichir aussi après, hein, ça c'est à voir là où vous êtes. Toute nourriture peut être enrichie en poudre, en graisse, en sucre, en goût aussi. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette sensibilité, c'est très important au niveau de la bouche. Donc parfois on peut préparer un peu avant le repas, un petit peu en tapotant autour de la bouche, etc., pour réveiller un petit peu la sensorialité à ce niveau-là. Et puis, on peut donner des nourritures qui sont un petit peu plus punchy en rajoutant, il ne faut pas hésiter, pour ceux qui aiment ça, hein, que ça réveille un petit peu les papilles. Ils sentent qu'ils ont quelque chose dans la bouche parce que c'est un petit peu, on ne dit pas mettre 3 tonnes de cayenne, il ne faut pas exagérer, mais voilà, il faut quand même que ce soit un petit peu goûtu. Or, souvent, les aliments mixés, préparés, ne sont pas trop goûtus. Donc, on peut rajouter sans aucun problème. Les boissons, ces boissons peuvent être, si elles sont à l'origine de fausses routes, plus l'aliment est liquide, plus il peut être à l'origine de fausses routes. Donc elles peuvent être épaissies, hein, vous connaissez ces poudres épaississantes, voire même acheter des eaux gélifiées, c'est possible aussi, qui sont parfumées, sans sucre ou avec sucre. Et puis, quand vraiment c'est besoin, on peut ajouter à cette alimentation ce qu'on appelle des compléments alimentaires oraux. Vous connaissez tous, c'est ces petits pots de crème ou de crème plus ou moins épaisse, là, qui sont très riches en calories. Alors, ce qu'on dit aussi, c'est que il est important pour une personne de développer son autonomie, mais que l'autonomie ne doit pas se faire au détriment de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut prendre de lui-même sa fourchette, etc., si quand il avale, il se met la tête en arrière, ça doit être vraiment accompagné. Il faut le laisser, bien sûr, au maximum développer son autonomie, mais il faut aussi l'accompagner pour pas qu'il se mette en danger en avalant ensuite. Donc la dénutrition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose auquel on doit être attentif dès la petite enfance. Un petit qui commence à avoir une courbe de croissance qui se casse, c'est-à-dire qu'on dit que les gens normalement s'installent sur une courbe de croissance dans les 2 premières années. C'est-à-dire que vous avez une moyenne, vous avez des courbes de croissance qui sont bien faites, une moyenne, et puis à partir de cette moyenne, vous êtes normal entre plus 2 et moins 2, ça fait comme ça. Si vous voyez une courbe de croissance qui commence à se mettre sur la moyenne et puis qui va se mettre à stagner, et ben c'est pas tout à fait normal. Donc ça nécessite qu'il faut faire attention. Il faut enrichir, il faut en parler. Après, il y a plein de façons d'intervenir, mais il ne faut peut-être pas attendre que l'enfant ait 10 ans et pèse 12 kilos pour se poser des questions, quoi. Et ça arrive. Alors, quelles sont les causes de cette dénutrition? Ça va être l'extrême dépendance, hein, qui fait que vous mangez ce qu'on vous donne à manger, vous n'allez pas vous servir dans le frigo. Et ça, en particulier, c'est quelque chose qu'on voit au moment de la puberté. C'est-à-dire que pour ceux ici qui ont eu des enfants, ils savent qu'à l'âge de la puberté, ça se met à dévorer, quoi, un enfant. C'est terrible, quoi. Et chez une personne polyhandicapée, vu que lui, il est dépendant de ce qu'on va lui donner, et on ne pense pas toujours qu'il est à cet âge-là et qu'il faut vraiment augmenter les apports, et finalement, l'apport ne va pas être suffisant. Ou il n'y arrivera pas, en fait. Parce que des fois, il aurait besoin de beaucoup plus de calories, mais lui-même, du fait de ses troubles, va avoir du mal à ingurgiter ce nombre de calories. Les dents, on en a déjà parlé, la mastication, la déglutition, des troubles d'oralité. Alors, les troubles d'oralité, ce sont des troubles qui s'installent souvent quand, par exemple, des enfants ont beaucoup vomi. C'est-à-dire que quand on a beaucoup vomi, on a ce qu'on appelle aussi un réflexe nauséeux qui s'avance, c'est-à-dire que
la simple stimulation autour de la bouche ou après une pause de sonde gastrique ou des choses comme ça va entraîner quelque chose d'un souvenir désagréable qui va provoquer en soi un refus de l'alimentation, voire un haut-le-cœur. Donc ça se rééduque. C'est pas facile, mais ça se rééduque. La fatigabilité, hein, on peut dire que les premières cuillères peuvent aussi très bien se passer. Puis après, au fur et à mesure du temps, c'est de plus en plus difficile. Le ralentissement du transit, c'est quelque chose chez la personne polyhandicapée. Nous, entre le moment où on mange et le moment où il y a l'exonération de ce qu'on a mangé, il se passe en moyenne 48 heures. Là, il y a des troubles de l'innervation. Le bol alimentaire progresse beaucoup moins vite, tout est beaucoup plus lent. Ça peut être beaucoup plus long. Parfois des besoins énergétiques qui sont augmentés. Alors ça, c'est assez particulier, des enfants qui ont ce qu'on appelle des dyskinésies très importantes. C'est-à-dire ceux qui ont une atteinte motrice puis qui bougent en tous sens, là. Et eux, c'est comme s'ils couraient en permanence le semi-marathon. Et donc, ils consomment énormément d'énergie. Et eux, ils ont besoin de beaucoup plus d'énergie que d'autres. Cette dénutrition, alors elle est aggravée, évidemment, enfin, et le lien avec la douleur, si vous avez des difficultés, des douleurs alimentaires en particulier, la fièvre, l'infection, les escarres, la chirurgie. On sait qu'en cas de chirurgie lourde, si vous intervenez sur une personne polyhandicapée, vous multipliez le risque de décès. Enfin, c'est même pas de complications, c'est même de décès. C'est pour ça que vous avez peut-être vu parfois quand des enfants doivent être opérés, en fait le chirurgien dit je ne l'opérerai que quand il pèsera 20 kilos. Voilà, enfin n'importe quoi. Donc à ce moment-là, on est amené, si on n'y arrive pas par la bouche, qui est souvent un petit peu long, à poser une sonde nasogastrique de manière à le faire grossir pour qu'il arrive dans de meilleures conditions de résistance à la chirurgie. Donc, comment on surveille la survenue de cette dénutrition? C'est ce que je vous disais, hein, une courbe de poids, de taille. Bon, je sais que mesurer un enfant polyhandicapé, c'est extrêmement compliqué. J'avais fait une petite expérience, hein, on était deux, il y avait moi et la diététicienne, et on avait mesuré tous les enfants, et ensuite on avait recommencé, je crois que c'était 15 jours après. On n'avait pas du tout les mêmes. C'était les deux mêmes personnes, hein, donc on n'avait pas les mêmes. Or, c'est embêtant parce que quand on mesure un indice de masse corporelle, je vous rappelle que c'est le poids sur la taille au carré. Donc, si vous faites une erreur de plusieurs centimètres sur la taille, ça change tout, quoi. Donc, moi, je ne l'utilisais pas trop. En revanche, il y a des petites réglettes qui sont faites, qui s'appellent DD, c'est fait par Nutricia, je crois, et qui sont super parce que vous rentrez la taille et puis ça vous dit un petit peu. Où en est l'enfant, est-ce qu'il est dans une zone de dénutrition, et ça, elles sont pas mal faites. La dénutrition, qu'est-ce qu'elle fait? L'organisme n'ayant pas suffisamment de calories, il va en pomper dans les organes qui sont là, c'est-à-dire les muscles, alors déjà il n'y en a pas forcément beaucoup en cas de polyhandicap, donc ça va aggraver cette fonte musculaire. Ça va aller piocher dans l'os, ça va aggraver ce qu'on appelle l'ostéoporose, c'est-à-dire la capacité à l'os à être résistant. Et puis au niveau de la peau, la moindre petite plaie va pouvoir dégénérer en plaie plus importante, hein, ça va faire des escarres, hein, qui est aussi une chose qui est un peu notre hantise. Parce que ça demande beaucoup de protéines pour refermer un escarre et que souvent la personne polyhandicapée, elle n'a pas beaucoup de protéines à sa disposition. Alors je suis très en retard. Donc quand ça n'est plus possible, on pose une sonde nasogastrique ou une gastrostomie. Hop, voilà, le petit dessin. Ça, c'est le bouton de gastrostomie. L'alimentation passe par là, comme vous le voyez, ça va directement dans l'estomac. La sonde nasogastrique, c'est le même principe, mais avec une sonde dans le nez. La sonde nasogastrique n'est pas faite pour rester en place très longtemps.
Le reflux gastro-œsophagien, bon, vous savez que le contenu de votre estomac est extrêmement acide. Et en remontant, si ça ne se vide pas dans le bon sens, ça remonte dans l'œsophage, ça provoque une brûlure de l'œsophage. Alors là, peut-être certains d'entre vous, peut-être plus d'ailleurs les femmes qui ont été enceintes ont connu ça. Et à ce moment-là, quand vous mangez, ça brûle, c'est une brûlure. Et à chaque fois que vous avalez une cuillère, que ça passe sur cette brûlure de l'œsophage, c'est extrêmement douloureux, ce qui fait que la personne s'arrête de manger. Parfois, il y a des signes digestifs, c'est les régurgitations, mais ça peut être aussi une absence totale de signes. Parfois, on le découvre simplement parce qu'il y a une anémie. Cette irritation là, du bas de l'œsophage, elle va créer des petits saignements qui peuvent passer plus ou moins inaperçus, mais qui vont être responsables de l'anémie. Et puis, ce reflux, ce liquide acide, s'il remonte plus loin, sans remonter parfois jusqu'à la bouche, il est redégluti, mais une partie peut passer aussi dans le tractus respiratoire et provoquer une irritation des voies respiratoires cette fois-ci. La constipation, je crois que mon collègue après va en parler. L'atteinte respiratoire, je pense aussi. Alors, c'est une complication majeure. On est super attentif au fait que cette atteinte respiratoire soit la moins importante possible, parce que c'est la plus délétère du point de vue du risque vital. Alors, je voulais vous remontrer. Au niveau de la motricité et de l'orthopédie, il existe souvent des anomalies du tonus musculaire chez cette personne polyhandicapée. On a dit que l'atteinte motrice était en théorie constante. Ce tonus musculaire, il peut être sur le versant soit hypo, il n'y a pas assez, c'est le cas le plus typique, c'est les encéphalopathies épileptiques, ils sont tout mous en fait. Ils ne tiennent rien, ils sont tout mous. Et puis, à l'autre extrême, vous avez ceux qui sont plutôt du côté de ce qu'avant on appelait les IMOC ou les paralysés cérébrales, qui eux vont être tout raides. Donc, dans les deux cas, c'est une anomalie qui va aboutir à des atteintes au niveau et des articulations et des muscles, avec possiblement des rétractions. Donc, les muscles deviennent trop petits, on n'arrive plus à les étreindre. Et du coup, ça va entraîner une déformation dans la croissance des os, puisque chez l'enfant, le corps se transforme et grandit. Hop. Alors là, je voulais vous remontrer une autre de nos grandes hantises, c'est la luxation de la hanche. Donc là, vous voyez un exemple. Chez le petit bébé, les hanches, elles sont en bonne position, mais en revanche, elles sont un peu dans la chair. Et c'est quand l'enfant va se mettre debout, va se mettre à marcher. À ce moment-là, va se former la partie du bassin qu'on appelle le cotyle, dans lequel la tête fémorale, en fait, va venir s'emboîter comme ça, sous l'effet de la pesanteur lors de la marche. La personne polyhandicapée, là c'est mal fait aussi, souvent a des muscles qui le tirent comme ça, donc le fémur va se retrouver comme ça, et puis il va progressivement, vous voyez cette tête, elle va progressivement se décaler comme ça. Alors, elle va se décaler, mais il n'y a pas du vide là, donc elle va rentrer dans des muscles, ou elle va venir frotter contre l'os qui est là, ça va être source de douleur très importante, et enfin, possiblement de douleur très importante, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais possiblement de douleur très importante, et qui peuvent gêner la station assise, et puis les soins de nursing. Parce que quand vous avez la hanche qui est là et qui vient frotter, et qu'à chaque fois vous écartez pour changer la protection, ça va venir frotter là. Et c'est pour ça que c'est super important, en fait, de bien être attentif à la réaction de l'enfant lorsqu'on le change. Bon, ça, c'est une radio. C'est pour montrer, c'est la scoliose. Donc, vous voyez les vertèbres qui, normalement, sont alignées de haut en bas, peuvent être complètement désalignées, provoquer une grosse scoliose qui est ce mouvement comme ça, là, qu'on appelle là en S,
et qui va avoir des retentissements et sur la posture, bien évidemment, hein, parce que vous voyez peut-être que là, le bas des côtes, il va venir frotter contre les ailes du bassin. Hein, si vous êtes comme ça frotte là, donc c'est extrêmement douloureux. Aussi sur le poumon, bien évidemment, parce que vous déplacez en fait les bronches. Hein, il faut voir les bronches, ça fait comme ça. Si ça se tord complètement, les bronches, c'est des tuyaux, là encore, hein, des tuyaux remplis d'air. Vous coudez un tuyau, il se bouche. Hein. Si vous bouchez un tuyau, ce qu'il y a derrière, ça va plus facilement s'infecter. Donc les traitements orthopédiques, ce n'est pas pour embêter les enfants qu'on leur propose des installations orthopédiques. Chez le petit, c'est super important qu'il ait des moments d'installation au sol où il est en motricité libre, mais qu'il soit aussi régulièrement installé dans un corset-siège pour les hanches et pour le dos, puis, si nécessaire, dans un corset. Après, les autres articulations, c'est un peu moins grave. Par exemple, si les pieds se déforment un peu, dans la mesure où si cet enfant n'a pas de pronostic de marche, on peut tolérer une petite déformation, de manière à ce qu'il ne soit pas dans des attelles dans tous les sens. Bon, évidemment, si c'est une déformation qui devient douloureuse ou gênante pour une fonction, il faut s'en occuper. Donc, juste un petit mot peut-être sur l'épilepsie. Donc, plus de 60% des enfants, on l'a dit. Pharmacorésistante, un tiers des cas. Pharmacorésistante, ça veut dire que malgré tous les traitements, il continue à y avoir des crises. Alors, on les change, mais on sait que quand on a essayé 3 médicaments à bonne dose pendant plusieurs mois et qu'on n'a pas été efficace, qu'il y a de forts risques. Alors, il faut essayer de contrôler au mieux, mais on sait que la disparition complète des crises est quelque chose de difficile. Ce diagnostic de crise n'est pas toujours facile parce que vous avez des enfants aussi qui peuvent présenter d'autres types de crises, des crises dystoniques, des choses comme ça, qui sont... Donc c'est très important, quand vous voyez un enfant qui a des crises, de pouvoir décrire ce que vous avez vu, combien de temps ça a duré, etc. La douleur, hein, donc là, comme j'ai plus beaucoup de temps, c'est très important. Enfin, la douleur doit être aussi une des obsessions du soignant qui intervient, parce que cette personne, vous avez mal aux fesses quand vous êtes assis quelque part, vous vous soulevez, puis vous faites un peu comme ça, et puis vous remettez bien. Là, la personne va dépendre de vous pour pouvoir être bien. Donc, on fait attention qu'il n'y ait pas de plis de vêtements, qu'il n'y ait pas une chaussure mal mise, qu'il n'y ait pas une attelle qui tire, qui coince, etc. Et puis, le problème va être d'identifier la cause avec une personne qui ne va pas pouvoir vous dire où il a mal. Vous arriverez à identifier encore qu'il a mal. Souvent, il ne faut pas hésiter à s'y mettre à plusieurs. Hein, c'est-à-dire que si on fait une échelle, qu'on appelle une échelle de basse douleur, on décrit l'état habituel de la personne, et puis on se dit, tiens, là, il n'est pas comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe, etc. Il faut se poser des questions, en discuter avec ses collègues, en discuter avec la famille, qui connaît aussi, en général, bien les signes qui prouvent qu'il y a une douleur, hein, et pour ensuite pouvoir la traiter. Bon, ça, j'en parlerai pas. Le sommeil, donc complications aussi très importantes, et particulièrement pour les familles, parce qu'un enfant qui ne dort pas, c'est une famille entière qui ne dort pas. C'est extrêmement fréquent. Il faut toujours rechercher quand même qu'il puisse se passer quelque chose d'organique. Hein. Qu'est-ce qui explique que cet enfant ne dort pas? Peut-être qu'il ne respire pas bien dans son sommeil, peut-être qu'il a un reflux qui le gêne pendant son sommeil, peut-être qu'il a mal quelque part, peut-être qu'il a des angoisses, peut-être qu'il a... Bon. Et puis aussi, c'est parfois simplement le fait que cet enfant, il est chez lui et tout le monde respecte tellement ses temps de sommeil que il dort, on laisse, hein, et puis après, quand il se réveille, il n'a pas forcément une perception très nette de ce qu'on appelle les synchronisateurs externes, qui sont d'avoir une vie sociale, d'avoir des choses qui sont... il y a du bruit dans la journée, et puis tout le monde dort la nuit. Ça aide pas non plus. En général, ce n'est pas la seule explication, mais c'est vrai que ça peut l'être.
Voilà, donc ma conclusion, c'est en cas de douleur, hein, il faut la repérer, partager avec les collègues et la signaler pour rechercher une cause. Donc, accompagner une personne polyhandicapée, c'est la rejoindre là où elle en est. C'est pas de moi, ça, mais j'ai bien aimé. Repérer ses capacités pour en favoriser le développement, respecter son rythme, ses émotions. J'ai toujours en souvenir un petit garçon qui était en salle d'attente dans son siège moulé, et je lui dis bonjour, je crois qu'il s'appelait Abdourahman d'ailleurs. Je dis bonjour Abdourahman, et puis je fais un sourire, et puis je passe moi. Et puis je vais chercher un dossier, je sais pas quoi. Je reviens après, et je l'entends. Merci. Et entre-temps, j'avais fait plein de trucs, mais je n'étais pas restée suffisamment de temps à côté de lui pour que vraiment entendre la réponse. Et puis pour ce qu'on disait aussi tout à l'heure, oui, ça m'a fait rire, parce que savoir quand on pose une question à un enfant pour un choix, il ne faut pas poser n'importe quelle question. C'est-à-dire que ça a pu m'arriver de dire bon, bah maintenant, tu veux que je t'examine quand l'autre, il vous fait la gueule et qu'il vous fait comprendre que non. Et on est un peu... voilà, parce que si vous l'examinez quand même, c'est que vous ne respectez pas ce qu'il vous a dit, donc c'est que vous vous foutiez complètement de sa réponse, donc c'est pas bien. Mais si vous respectez la réponse, vous êtes un peu emmerdé, parce que c'est quand même votre boulot. Donc, de savoir aussi poser les bonnes questions et en tout cas expliquer pourquoi. Je vais t'examiner parce que... et en lui laissant éventuellement des petites plages de décision à lui-même. Est-ce que tu veux que je le fasse avec ton doudou? Enfin bon, des choses comme ça. Et ben voilà.